Donc là, le film, si je ne me trompe pas, a été tourné en 2005, c'est ça? Donc bon, on pourrait commencer. Donc l'avantage d'avoir vu le film, enfin l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de présenter la situation, comme hier au débat qu'on a eu sur les lieux du festival. Donc ce que je pourrais commencer par demander, c'est, voilà, ça c'était 2005, et quelle est la situation maintenant en 2010? Et puis comme je suis quelqu'un, comme on dit en espagnol, el diablo más que por diablo sabe por viejo, je ne vais pas refaire la même erreur qu'hier, je vais d'abord demander à Jean-Marc de parler. Parce qu'après les autres, quand ils prennent la parole, moi vous ne m'entendrez plus, normalement. Il parle beaucoup. Bonsoir, ou bonjour. Plutôt. On n'a pas l'habitude d'être au cinéma si tôt que ça, ouais, ça fait drôle. On s'est couché tard hier. En plus. Donc la situation actuelle, que dire en fait depuis les élections de 2007. En fait, Calderón est passé au pouvoir, le président Felipe Calderón, et il a déclaré la guerre aux narcos, globalement. Et donc il a envoyé en fait l'armée à Ciudad de Juárez, il a envoyé beaucoup plus de forces militaires, et ça a pour effet surtout de déstabiliser tout ce petit système narcos policier qui tournait comme ci comme ça. Et en fait ça fait monter la violence encore plus. Il y a encore plus de morts, de mois en mois, et d'année en année il y a toujours plus de morts en fait. Toute la partie en fait où il y a qu'on voyait là avec les Américains qui viennent avec les bars, la prostitution, tout ce commerce en fait frontalier, ça a vraiment cassé la gueule en fait. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de commerce comme ça depuis 2-3 ans en fait. Parce que les Américains viennent plus, parce qu'il y a de plus en plus de meurtres, donc il y a plus de tourisme en fait. Il faut savoir quand même qu'il y a aussi une base militaire de côté américain. Et là, je crois que c'est la deuxième plus grosse base américaine d'entraînement. Donc ça fait beaucoup de jeunes hommes qui viennent donc passer la frontière pour passer les week-ends. Donc ce commerce-là est fini. Donc il n'y a plus de travail non plus là-dessus. Donc l'effet, c'est qu'on va chercher du travail dans les narcos. Et la violence augmente et ça augmente et ça augmente. Ouais, oui, bah, comme tu disais, le film a été tourné en 2005. Nous, on a voulu y retourner l'année dernière et on nous a déconseillé d'y retourner. Bon, on n'y a pas été. On m'a demandé tout à l'heure, en fait, si on avait eu des problèmes pour tourner, des choses comme ça. Moins que ce qu'on imaginait, en fait. Ils nous ont laissé relativement tranquilles. En fait, on a travaillé 2 ans sur l'enquête avec Jean-Christophe Rampal. Donc on a écrit un bouquin qui est malheureusement épuisé, ou heureusement. Et on a tourné avec Jean-François Boyer, qui est un journaliste français, mais qui est installé au Mexique depuis beaucoup d'années. Et en fait, on s'était dit, ouais, ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Et finalement, pas tant que ça. Ou alors pas très discrètement, c'est-à-dire qu'ils nous ont suivis, enfin, on était suivis quelque temps par la police, le téléphone portable qu'on avait était sur écoute, mais c'était tellement pas discret, quoi. Des fois on avait des conversations à 3 quoi, par moment. Et il y a juste... nous on y a été avec Jean-Christophe Rampal 4 fois en 2 ans, et à chaque fois on restait entre 5 et 8 semaines. Mais les 3 premières fois on était sans caméra. C'était plus pour vraiment l'enquête et le livre. Et on est quand même moins visible sans caméra qu'avec une caméra. Les gens nous prenaient pour des flics français au départ même. Donc c'était assez marrant. Du coup, les taxis nous arnaquaient pas et tout. C'était sympa. C'était voilà. Sauf que, à un moment donné, vous faites de la télévision, donc par définition, il faut une image, et donc il faut une grosse caméra. Et donc là, tout d'un coup, vous êtes beaucoup plus visible. Et le premier jour du tournage, en fait, c'est le jour où on a eu la plus grosse pression, en fait, en sortant d'un rendez-vous avec le chef de la police municipale. On était en voiture, on rentrait à l'hôtel et le caméraman Nicolas Dom prenait des images et puis il regarde ça. Et lui, c'est la première fois qu'il mettait les pieds au Mexique. Donc on lui avait expliqué un petit peu la situation. Et bon, il s'est dit, il nous fait une crise de parano. Il fait, il y a un hélicoptère qui nous suit. Je fais, ouais, bien sûr. Et
tout. Et effectivement, l'hélicoptère nous suivait, quoi. Et à un carrefour, on a vu débouler 10 voitures de flics. Ils ont sorti les flingues, ils nous ont demandé de sortir, machin. On dit, mais on sort d'un rendez-vous avec votre chef. Ah, pardon, vous êtes les Français, excusez-nous, on s'est trompé. C'est parce qu'il y a eu un braquage et les gens sont partis dans la même voiture que vous. D'accord. Donc nous, on a appelé le contact qu'on avait, un journaliste qui nous a pas mal aidé, un photographe qui travaille encore dans un des quotidiens là-bas, El Norte, qui est toujours branché sur les radios de la police. Et on lui a dit, Miguel, est-ce qu'il y a eu un braquage? Il fait, non, non. D'accord. Il dit, voilà, ils nous ont fait ça. Il fait, ouais, ils vous ont mis un petit coup de pression. Voilà. Mais on n'a pas eu... pour répondre à la question qu'on m'a posée tout à l'heure, là, on n'a pas été... moi, je trouve qu'on n'a pas été très embêtés. On a tourné 2 jours sous protection fédérale. C'est pas très agréable de se balader pendant 2 jours avec des mecs armés juste à côté de vous. Et puis c'est pas... Les gens vous parlent moins quand il y a 2 flics avec des flingues au bout du bras. Mais bon, c'était nécessaire parce qu'on allait dans des endroits un peu compliqués. Mais voilà, nous, on a toujours refusé et on s'est jamais caché. Et d'ailleurs, les gens nous ont tous parlé à visage découvert. Même José Luis Vasconcelos, qui était le numéro 2 du ministère, qui est malheureusement décédé dans un accident d'avion. Même lui, au départ, nous a reçus la première fois en nous disant « je veux bien parler, mais sans caméra ». Et en discutant avec lui, il a vu qu'on avait quand même pas mal de billes, qu'on avait enquêté un moment, et il a accepté à la fin de parler à visage découvert. Il y a juste une personne qui a jamais voulu nous rencontrer et qui là nous a fait passer le message de manière ferme. C'est une des personnes qui a torturé El Cerillo, en fait. Où voilà, on avait réussi à mettre la main dessus et il n'a jamais voulu évidemment nous parler, même à visage caché. Et on a tellement insisté qu'à un moment donné, il a dit bon, maintenant vous arrêtez. Ce qui voulait dire voilà, arrêtez, parce que sinon on va s'énerver. Donc là, on a vraiment arrêté, quoi. Voilà. Et depuis, juste un dernier point, j'allais dire ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais une grande partie des gens qui apparaissent dans le film sont aujourd'hui ou morts ou en prison. L'Égyptien est décédé en prison quelques mois après l'interview. L'avocat, il s'est fait assassiner il y a 2 ou 3 ans. Souli Ponce, la juge, est en prison pour une affaire de corruption. Voilà. Et depuis, la situation a quand même pas mal changé. Ça m'a fait drôle de voir ce documentaire, puisqu'en fait j'avais un peu l'impression d'être à la maison pour connaître à peu près toutes les personnes qui apparaissent dans le documentaire. On a, avec Marie-Berthe Ferrer qui est dans la salle, enquêté plusieurs années, documenté plusieurs années les cas de féminicide de Juárez. Et où en est la situation, qu'est-ce qui a changé depuis? Donc on l'a dit, au Mexique, l'État a déclaré la guerre aux narcotrafiquants. La situation a également changé dans des pays limitrophes, et notamment par extension de l'influence des narcotrafiquants de Juárez et du reste du Mexique sur les pays limitrophes. Je disais, tout en montant à cette tribune, dire que quand j'étais à Juárez, je pensais avoir vu le pire. Et malheureusement, depuis, je suis allé travailler au Guatemala. Et les cartels de la drogue mexicains, notamment le cartel du Golfe, qui est un autre cartel extrêmement puissant, et puis des groupes paramilitaires comme les Zetas, ont pris le contrôle d'un tiers du Guatemala, petit pays voisin au sud du Mexique, et ont enrôlé dans leurs forces d'anciens militaires qui sont également, puisqu'il y a eu un génocide au Guatemala dans les années 80-90, d'anciens génocidaires. Ces anciens génocidaires sont donc aujourd'hui reconvertis dans le crime organisé, dans la sécurité privée et dans la police, de telle sorte qu'on retrouve les mêmes composantes exactement qu'à Ciudad Juárez au Guatemala, à ceci près que donc la collusion notamment entre la police et les narcotrafiquants, à ceci près qu'une partie importante de ces gens sont d'anciens génocidaires qui se sont livrés à des campagnes de viol planifiées dans les années 90
On parle de 50 000 femmes violées et on parle d'un conflit de l'armée contre son peuple où 4 victimes sur 5 des violences ont été des femmes. La conséquence directe de ça, c'est que le Guatemala est aujourd'hui un pays encore plus violent que le Mexique, et je vous assure que c'est possible, hélas, qu'on parle en milliers d'assassinats de femmes, qu'on voit ici une morgue avec des outils scientifiques, qu'on voit une morgue avec de la climatisation, mais les morgues au Guatemala n'ont ni climatisation ni outils scientifiques, qu'on voit des enquêtes ici qui, même si elles sont biaisées, même si les coupables sont fabriqués de toutes pièces, ressemblent à des enquêtes avec des examens ADN. Au Guatemala, il n'y a pas d'enquête. Le taux de résolution des crimes de sang est inférieur à 2%. Les victimes de féminicide sont enterrées avec les pièces à conviction qu'elles portent sur elles, généralement le sperme, le sang, l'ADN de leurs assassins. Et hélas, au jour d'aujourd'hui, il y a eu une petite éclipse de la terreur pendant la période très courte du président Álvaro Colom de centre-gauche. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un militaire, un ex-génocidaire qui est le favori aux prochaines élections, Otto Pérez Molina, donc en quelque sorte le mal se présente comme le remède. Et pour travailler au Guatemala, c'est extrêmement plus difficile puisque dans la même journée, après avoir recueilli le témoignage d'une jeune femme qui avait survécu après un viol, après qu'on lui ait tiré 3 balles dans le ventre et qu'on l'ait jeté du haut d'un pont, on a donc recueilli par vidéo le témoignage de cette jeune femme qui accusait les policiers de s'être livrés à ces sévices-là sur elle. Dans l'après-midi même, le ministre de l'Intérieur et le vice-ministre de l'Intérieur sont morts dans la chute de leur hélicoptère et nous avons fini dans la clandestinité. Nous voulions retourner au Guatemala pour travailler il y a quelques mois et les menaces nous ont suivis jusqu'en France sous forme de SMS. Voilà.